Donc il s'arme d'un arsenal juridique à toute épreuve. Je vous rappelle que le premier chapitre de la constitution tunisienne est que nous sommes un pays arabo-musulman et notre langue est l'arabe. Avec ça, vous pouvez vous arrêter de faire vos recherches. Avec ce que je viens de démontrer, c'est donc la destinée toute faite pour que les générations en génération, nous nous attentions à découvrir le passé et qui, vu le cours des choses, il n'a pas besoin d'être découvert. Par peur de cette oppression généralisée, par peur de l'abus de pouvoir qui peut aller jusqu'au crime, comme on l'a vu ces derniers jours, j'ai décidé, après 15 années donc, d'évoquer le problème à un organisme censé être neutre et donc humain, pour lui demander de m'aider à faire parvenir aux dirigeants de la Tunisie, sous forme d'une expertise civilisationnelle, ces résultats. Malheureusement, ni le secrétaire général de l'ONU, ni les grands dirigeants de ce monde n'ont montré une honnêteté intellectuelle pour me respecter dans mon droit de m'aider, pour me respecter dans mon droit et m'aider dans ma besogne de secouriste. Bien au contraire, ces résultats galvaudés ont été l'opportunité de spectaculaires voyages, de symposiums, de discours, d'échappées lyriques, de projets grandioses, d'ensemble euro-méditerranéen, une mise en scène digne de grands spectacles hollywoodiens, où seuls les acteurs politiques doivent chatouiller leur narcissisme et rejoindre un autre jour des personnages historiques immortels, en permettant à l'autre civilisation, c'est-à-dire la nôtre, de changer. On était bien loin des misères quotidiennes et de la hausse des courbes du chômage dans le monde. Il est bien entendu que je ne vise aucune personnalité connue, mais plutôt par principe le collectif euro-américain. Comme si après des siècles de silence, on était devenu seulement miraculeusement doué d'un humanisme sans borne et que tout le monde a trouvé un élan philanthropique envers les sociétés laissées pour compte depuis des siècles. Laissées pour compte, c'est-à-dire en train de remonter le temps par la progression de leur écriture. Je ne souhaiterais pas m'approfondir sur les bases de ces amitiés suspectes où le silence tacite et réciproque est toujours coupable, car objet de finances occultes. La corruption a deux visages. L'une est pour un bénéfice matériel personnel, pour les présidents nouvellement déchus des pays en développement, tous ont été des corrompus. L'autre, le plus pervers, vise simplement à faire stagner une partie de l'humanité à un sage de sous-développé, de naïf, d'éternel assisté. Chacun sa philosophie grâce au principe de la non-ingérence. Il faut maintenir le statu quo. Un documentaire de France 2 est assez élogieux pour ce système France-Afrique, pour comprendre que le système puise sa force dans certaines racines historiques de rejet de l'autre. Jean-Paul Sartre, 1950-1960, disait « Il suffit qu'un seul homme en haïsse un autre pour que la haine gagne de proche en proche l'humanité entière. » Il vous sera facile, avec réflexion, de trouver un seul nom, je pense. Dans cette période de proposition d'analyse scientifique civilisationnelle, on a eu le droit à des déplacements de voyage onéreux et loin d'être écologiques, du secrétaire général de l'ONU, avant de se rendre par exemple en Espagne, 24 heures à Tunis, je suppose, pour information scientifique à la volée. C'est-à-dire pour dire à notre ancien président que la langue que vous enseignez a une progression fausse. Et le déplacement d'un collectif de ministres avec le secrétaire des droits de l'homme. Parmi toute cette frénésie de personnes, aucun n'a eu la franchise de me demander un écrit scientifique à faire valoir, afin de persuader ses concitoyens que c'était des conclusions scientifiques qu'il fallait respecter. Il s'agissait pour eux de gouvernants à la solde, c'est-à-dire les gouvernants des pays sous-développés, et que les Occidentaux doivent être crus sur parole. On peut être ou peut-être en leur fournissant des petits conseils écrits sous le mode d'une recette de cuisine. Me demander au moins un traité sur le langage aurait été un lèse-majesté pour chacun. Offense extrême à leur savoir, surtout s'agissant par principe de langue française et à des dirigeants français, car ignominie de l'existence, elle est.
Elle est devenue comme un secret jalousement gardé. Imaginez le drame des petits-enfants arabes qu'on amène à l'école pour les névrotiser. Vous comprendrez le degré de sadisme jusqu'où il peut aller. Je ne souhaiterais pas interpréter ce silence envers moi, mais je souhaiterais que vous le faites. Je ne rajouterai pas une couche sur les causes suspectes. Les exemples foisonnent chaque jour en pleine lumière. Il suffit de lire les journaux pour découvrir la face cachée de certains diplomates et leur fréquentation suspecte. Ayant conscience de la certitude de mes connaissances, d'ailleurs authentifiée par M. Jean Laplanche, et découvrant la réticence à m'aider et faisant valoir mon droit, j'ai présenté ma candidature au prix Nobel 2010. Le sujet n'ayant pas emporté l'adhésion était tabou, comme en Norvège. Le désir de maintenir hors développement cette population arabo-musulmane est bien mondial. Faire un tabou de ma candidature, c'est aussi agir dans le même sens et être fidèle aux bien-pensants. Le fait est là, c'est que je n'ai pas eu de réponse. Cette réponse a coïncidé malheureusement avec la disparition de M. Philippe Segat, qui a rendu maintes services à la Tunisie, puisque naïf de ce pays est surtout observateur régulier et intègre des multiples élections falsifiées tunisiennes sous le régime de Ben Ali, avoisinant toujours 99% de oui. Ce que j'ai écrit à la Maison Nobel, je n'exclus pas le fait qu'il a dû, si par hasard le document est passé entre ses mains, réveiller en lui certains remords, étant natif de la Tunisie. Mais bon, ça c'est une spéculation, je m'en voudrais que vous m'en tenez compte. Je profite pour vous informer que dans le texte adressé à la Maison Nobel, j'ai décrit justement un nouveau protocole de vote international grâce au portable avec un SMS adressé à l'ONU le jour des élections, que j'ai nommé le protocole de vote international du docteur Benfisa Ahmed. Bien sûr, la finalité recherchée est que les élections en Afrique soient démocratiques et le suffrage n'avoisine plus 99%. Un geste que j'estime être mieux que toutes les promesses de coopération et de discours démagogiques et philanthropiques de développement de l'Afrique. C'est mon cadeau encore à la démocratie dans le monde. La question qui doit venir à votre esprit, comment vivant de façon aussi isolée, vous avez deviné un lien presque délirant entre une insurrection, puis une révolution et votre petite personne scientifique qui fait des recherches. Pas. Le fait que 2 ou 3 ans avant, vous avez proposé une étude scientifique sur le langage où vous proposez de démontrer l'existence de l'inconscient et de l'acquis phylogénique peut être sans rapport. Et comment avez-vous deviné le désir inconscient réclamé par la population? Là, je vous répondrai qu'à la suite d'un délit d'initié, par les gens qui j'avais fait confiance en proposant une analyse pour les pays arabo-musulmans. Ceux-là même ont mis probablement au courant de l'énormité de l'erreur à l'ancien président Ben Ali, qui, sachant que la langue qu'il enseigne à ses citoyens n'était pas conforme à la science, décida de se venger de moi, et ainsi mon nom était devenu célèbre, non pas comme un scientifique, mais comme un dealer de drogue, dans un feuilleton de télévision qui durera 30 jours du mois de Ramadan pendant 2 années successives. Le Maktoub 1 et 2. 1 heure chaque soir de diffamation à la télévision avec le personnage Chokri Benfisa, dit Choco, dealer. Bien sûr, vous avez retrouvé mon nom Benfisa. Effet escompté par la diffamation a été contrarié par le public. Chokri Benfisa a eu un franc succès. Vous prenez un citoyen du monde, inconnu, et vous décidez par abus de pouvoir de salir son nom en public. Ceci pousse les gens à se poser la question, qu'a-t-il fait pour mériter un tel sort? C'est un problème de justice qui concerne la conscience collective des citoyens pour mériter un tel sort. C'est un problème de justice qui concerne la conscience collective des citoyens qui n'est rien d'autre que l'expression de la sagesse du peuple. À se demander qu'a-t-il fait ce monsieur pour être diffamé de la sorte. La réponse est rien. Il jouit toujours de sa liberté. C'est simplement un médecin. Donc,
La population a dû conclure que ce n'est pas un politique, le président l'aurait mis en prison. Ce n'est pas un dealer comme le feuilleton, ça c'est de la télévision et du cinéma. L'acharnement de la critique a dû évoquer au peuple une question essentielle que tout être humain rationnel vivant dans les pays arabes ou musulmans devrait se poser. Pourquoi le monde entier écrit de cette façon et nous écrivons de façon inversée? Y aurait-il un lien entre la question qu'on ne veut pas se poser, qui est présente en nous, et le feuilleton? Beaucoup ont dû être convaincus que j'avais la réponse. Puis la vie reprenant son cours, la question est restée en suspens, bien refoulée dans l'inconscient. Dès qu'il y a eu l'immolation par le feu du martyr Mohamed Bouazizi, le 14 janvier 2011, l'insurrection bénie gagna tout le pays, comme la vague géante d'un tsunami qui inonde un pays. À l'image aussi d'une personne qui se met en colère quand on lui évoque quelque chose qu'il a refoulé dans son inconscient, ce qui a été décrit en psychanalyse comme le retour du refoulé ou ce qu'on appelle un acting out, mais cette fois-ci, non sous la forme individuelle, mais collective d'une foule en colère. Donc, vous comprenez très bien que la question que chacun a dû se poser, pourquoi fait-on ça? Pourquoi diffamant cette personne qui est médecin, qui est un citoyen honnête, pourquoi le diffamer chaque jour pendant les 2 mois du Ramadan? Et ça a été refoulé. Donc c'est resté dans l'inconscient. Donc c'était resté sur l'inconscient. Bien sûr, et dès qu'il y a eu l'immolation par le feu, je ne sais pas par quel phénomène, il y a eu un acting out. C'est-à-dire qu'il y a certainement des gens qui sont sortis pour se révolter par effet d'entraînement, mais il y a certains qui ont déclaré à la télévision le désir qu'ils cherchaient en sortant et en manifestant. Vous allez le voir. Bien sûr, l'état misérable de la population souffrant de chômage, de malnutrition, sans véritable espoir de s'en sortir, a dû jouer aussi dans le ressentiment envers l'ordre établi, et ce fut l'insurrection de tout un pays. Et ainsi, la diffamation, l'injustice subie dans le silence s'est vengée de son auteur. C'est-à-dire, elle s'est vengée de Ben Ali, parce que les manifestants, quand ils sont sortis pour faire la révolution, pour participer à l'insurrection, ils n'avaient qu'un seul but, c'est de comment dirais-je, renverser le président de la République. Et ainsi, si vous me permettez la conclusion, le fait du prince, d'avoir diffamé, a perdu le prince par la révolution. Au cours des premiers jours des révoltes, il est intéressant d'écouter les revendications de certains adultes et adolescents, hommes, femmes, enfants en pleine insurrection. Le droit au travail, le droit à la justice, le droit à la dignité, le droit au logement, le droit à la santé, mais aussi, ici et là, l'angoisse de certains parents conscients par les images reçues des médias extérieurs que nous n'avons pas le même chemin de développement que l'Occident. Bien que depuis 54 ans, on a essayé de protéger cette population pour les faire vivre comme dans un enclos, grâce au système politique des primitifs, les aborigènes d'Australie et leur système tabou, essentiellement celui de la communication. Oui, dans tous les pays arabo-musulmans, vous vous rendez compte, hein, des centaines de millions d'habitants vivent sous l'ère d'un tabou, sous le régime du tabou de la communication. Les exigences des manifestations exprimant leur inconscient et donc ce qui est refoulé, voilà ce qu'ils disaient. Alors je me répète, à part le tabou de la communication, il faut analyser à peu près les déclarations des manifestants. À part le droit du travail, le droit de la justice, etc., ils déclaraient ainsi: on veut qu'on enseigne quelque chose de sûr à nos enfants, la langue. Poser la question au médecin, il doit savoir. Amener la personne qui fait partie de la société civile, il doit savoir. Faites participer tout le monde, on doit respecter tous les avis. On a fait la révolution, il faut un comité de sauvegarde de ses acquis. On veut que cela change, quel que soit le prix. On ne veut pas décevoir cette fois-ci tout le monde
Tout le monde nous attend. Toutes ces paroles sont bien enregistrées.